Bienvenue dans cette nouvelle émission Médoc et vous, où je reçois donc le docteur Ilyes Bagli. Bonsoir. Bonsoir, voilà, Bonsoir très à tous. ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Peut-être que d'autres personnes sont également en vacances et suivront peut-être plus en replay l'émission, mais au moins on vous laisse un petit peu de temps d'arriver. Qui est également formé en médecine orthomoléculaire, en nutrition, en accompagnement neuro-émotionnel et neuro-existentiel, en sophrologie, en ostéopathie, et je pense que j'en oublie encore. Du coup, avec toutes ces formations, vous avez mis au point une approche particulière dont vous allez nous parler ce soir, qui vous permet depuis de nombreuses années de prévenir les maladies et également de les guérir sans médicaments, par une approche holistique. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et nous allons voir ensemble pendant 1 heure et demie quel a été votre parcours, quels exemples vous pouvez nous témoigner et sur quoi ça repose. Voilà. Ben, personnellement, je suis médecin installé à titre privé depuis 1992, donc j'ai un recul de 30 ans. Et durant les différentes prises en charge des patients, j'avais remarqué que certains patients, pour le même, par exemple, protocole, le même suivi, avaient des résultats parfois qui sont différents. Et donc, personnellement, j'ai été attiré par ces différences et je me suis dit, avec la même observance, avec la même assiduité, parfois avec le même régime, parfois avec la même cadence, j'avais 2 patients qui venaient le même jour, une fois par mois, pour le regarder de près. Et comme à l'origine de mes études de médecine, quand j'allais à la bibliothèque universitaire, il y avait un bibliothécaire qui m'offrait, je me souviens, au tout début de mes études de médecine, des livres de médecine psychosomatique. Donc, quelque part, pourquoi telle maladie pour tel caractère ou bien pour telle consonance émotionnelle. Et donc, j'ai repris un petit peu ceci et au-delà de la médecine psychosomatique, ben, je suis allé vers des recherches en neurosciences pour chercher le volet neuroexistentiel et le volet neuroémotionnel. Et c'est ça finalement qui faisait qu'une personne d'une vie qui n'est pas la sienne pour le patient. Et ça, sur le volet neuroexistentiel, on qualifie différents, ce qu'on appelle le cœur professionnel, le cœur sociétal, le cœur personnel, et que ce soit intrapersonnel ou extrapersonnel, le cœur financier et le cœur spirituel. Et là, on peut trouver des différences qui peuvent expliquer pourquoi dans tel cas il y a complication, pourquoi dans tel cas il y a un suivi régulier et pourquoi dans d'autres cas on a réellement des rémissions, voire des guérisons. Donc voilà, de 1988 à 2008, en 2008, j'ai réellement repris tout ce qui est médecine psychosomatique, la médecine nouvelle germanique du docteur Gildrick Hammer, et bien après, en 2019, les neurosciences avec l'accompagnement neuroexistentiel et l'accompagnement neuroémotionnel. Quel Voilà, type d'accompagnement à assembler, à intégrer, voilà, afin tout de à fait. pouvoir gagner en efficacité dans le soin? Et pas uniquement dans le sens du suivi et de la prise en charge, mais également dans la recherche de la cause et également des causes ou bien et de la cause des causes. Voilà, parce que au-delà des causes biologiques, des causes épigénétiques pour ce qui est de l'environnement, tout ce qui est de l'empoisonnement en métaux lourds, de la pollution, de la nutrition. Souvent, il y avait toute maladie n'est que la genèse suite à un choc conflictuel imprévu vécu dans la solitude. Sur 7 à 9 mois, ben, s'installe une maladie. Mais ce n'est pas tous les chocs qui vont générer une maladie.
mais c'est une conséquence sur une base de mal-vie vis-à-vis du cœur professionnel, sociétal, personnel, financier ou spirituel. Donc, on voit bien que, et au-delà de ces causes existentielles, ben, il y a des causes émotionnelles, par exemple, un deuil non fait, par exemple, presque une sortie échappatoire au niveau subconscient, au niveau du système rectilien et limbique, pour assurer l'instinct de survie et éviter, ben, quelque part, le déni de la vie, ou bien éviter la mélancolie, ou bien le risque de suicide, ben, quelque part, la personne s'installe dans une maladie pour accepter son mal-être quelque part. Voilà. Ça devient une zone de confort, carrément. Voilà. Et sans le savoir, ben, le patient tire profit de cette situation. Parfois, la personne, au lieu d'aller par sa personnalité, euh, c'est-à-dire revendiquer certaines choses, elle peut les avoir via un statut de maladie qui peut, quelque part, c'est-à-dire lui apporter ses avantages. Et c'est pour ça que, pour la petite anecdote, quand quelqu'un me dit, par exemple, mon entourage n'a rien fait depuis que je suis malade, je lui dis, oh, quel bonheur, parce que ça va vous permettre de vous extirper de cette situation et surtout de ne pas tirer profit. Hein, voilà. La bonne santé est une voie pour aller au-delà de la guérison. Parce que avec la guérison, bon, la clinique, la biologie peut se corriger, mais les causes qui ont généré cette maladie sont toujours là. Et donc, quelque part, la décision de guérison et, et la prise de conscience nécessaire pour aller vers cette bonne santé. Et quand on y va, c'est comme une bretelle dans l'autoroute. Il y a l'avantage que on ne peut pas faire demi-tour dans une bretelle, et donc ça ne peut aller que dans le bon sens. Mais il faut savoir que au-delà de la situation personnelle, par exemple chez l'enfant, il faut savoir que chez l'enfant de moins de 6 ans et demi, ben, la biologie de l'enfant, c'est la psychologie de la maman. Donc, si un enfant, par exemple, capte qu'il y a une menace de vie vis-à-vis de sa maman, par exemple, qu'elle est mélancolique, qu'elle est qu'il y a un risque qu'elle met fin à sa vie, par exemple, ben, le système reptilien et limbique chez l'enfant permet d'installer en urgence une maladie qui peut être une maladie auto-immune, une maladie chronique, c'est-à-dire souci. S'il n'y a pas de prise de conscience, on peut rester dans la maladie chronique. Mais vis-à-vis de l'enfant, c'est à la maman de prendre conscience et de s'extirper et de permettre à cet enfant également de s'extirper parce qu'il faut savoir que l'enfant est hyper intelligent et trouvera un moyen pour assurer l'instinct de survie et la perpétuation de l'espèce. Donc, lui-même, ça survie. Et donc, l'état de maladie chez l'enfant c'est-à-dire vraiment, c'est un haut potentiel, disons, d'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de pouvoir faire la bonne action au bon moment et au bon endroit pour assurer l'instinct de survie entre le cortex qui régit le conscient et le système reptilien et limbique qui régit le subconscient. Ben, il existe une interaction qui permet cette façon d'évoluer dans la vie. Et il faut savoir que la maladie en elle-même est une façon de vivre, donc il faut prendre conscience si on veut être en bonne santé. Alors, le plus important, donc, c'est d'être en démarche. Mais alors, il y a quand même souvent une phase de déni dans un premier temps. On ne peut pas changer de vie en un claquement de doigts. Il y a tellement de paramètres qui doivent bouger en nous. Obligatoire parce que la personne n'est pas consciente.
voilà, de ce qui lui arrive au niveau du subconscient. Bon, elle est consciente qu'elle est malade, mais par exemple, les messages contraignants qui ont fait que la personne ait donc, par exemple, fait plaisir, fait un effort, fait vite, soit parfait, soit fort, ben la personne n'est pas consciente qu'elle l'est. Et ces 5 messages contraignants s'installent entre 6 ans et demi et 13 ans. Et ça ne dépend pas de la prévalence de ce type de message de la part des parents ou bien de l'entourage familial. Il dépend sans prendre conscience et quelque part, elle peut également être dans le déni de l'excellence et chercher uniquement la performance. C'est-à-dire que quand une chose arrive, un résultat arrive sans un grand effort, elle sent que ce résultat n'est pas mérité quelque part, tellement la personne est imprégnée par l'effort à faire, la contrainte de l'obligation. Et quand on fait le test des messages contraignants, ben là, la personne prend conscience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'instant où on fait le test, dès que le test passe de l'inconscient vers le conscient, ben, ces messages contraignants ne sont plus contraignants. Également, on peut chercher, par exemple, par rapport à la date d'installation de la maladie, sur un recul de 7 à 9 mois, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc conflictuel, imprévu, vécu dans la solitude? En général, c'est une situation que la personne ne peut pas partager par honte, parce que, par exemple, c'est vis-à-vis des personnes proches, donc elle ne veut pas partager. Et c'est pour ça que souvent, les personnes, ben, quelque part méditerranéennes, donc qui sont dans la réclamation, dans la gestuelle, en discutant, ben, c'est eux qui pensent, d'autres, ils ont besoin d'écrire, d'autres, ils ont besoin d'exprimer, de parler, d'échanger, de se confier. Et donc, voilà le volet neuro-existentiel et neuro-émotionnel. Mais le plus important, c'est de prendre conscience que jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, ben on est en mode θ et on prend l'exemple. À 6 ans et demi, on devient majeur. À 13 ans, on devient mature. Puis arrive la crise d'adolescence. Donc, et il faut savoir que on est aussi mature à 13 ans, à 40 ans qu'à 80 ans. Mais juste, il y a une crise qui vient après maturité pour essayer de remettre en question certaines vérités, conscience un peu plus tôt que les jeunes hommes. C'est pour ça que quelqu'un qui fait confiance à un moins de 22 ans et demi peut avoir le cœur brisé après, parce qu'il peut passer à autre chose, parce que, c'est-à-dire après 22 ans et demi, il peut considérer qu'il n'était pas conscient de ce qu'il partageait. Ben, à 40 ans, on peut avoir la fameuse crise de la quarantaine, c'est pour ça que il y a beaucoup de cas de divorce 40 ans, mais c'est pas 40 ans précis, hein, c'est de 31 ans à 49 ans quelque part. Mais il y a également la crise de la quatre-vingtaine, et possible qu'à Ikonawa, on invite tous les retraités à partir de 71 ans à s'inscrire à l'université et ils ont pu arriver à une balance 71 ans un tiers, 17 ans deux tiers, donc les étudiants. Ben, ça permet de vivre une nouvelle vie, donc sur le plan professionnel quelque part, puisque les études, parce que souvent les gens tombent malades parce qu'ils n'acceptent pas la retraite. Ceux qui acceptent la retraite, s'ils vont vers une activité personnelle, associative, ou bien sportive, ou bien culturelle, ou bien, c'est-à-dire personnelle, associative, ben, ils vivent une nouvelle vie. Mais ceux qui deviennent un petit peu casaniers chez eux, ben, c'est pas évident. C'est pour ça que parfois dans le déni, une maladie peut s'installer et on le remarque souvent. Quelqu'un dans la DRH en pétrochimie, puis après sa retraite, il a fait biochimie et à 86 ans, il a mis au point une nouvelle approche, il est en bonne santé,
Il parle français, donc malgré que c'était à l'âge de 30 ans qu'il a exercé, et il a toujours ce français avec l'accent japonais. Et on voit il y a une énergie de bonne santé qui émerge. Donc, quelque part, dans dans la vie, quelque part, des pays francophones, il y a un souci qui nous concerne, donc que ce soit nous en Maghreb, les pays francophones en Europe ou bien même le Québec, c'est qu'on est souvent dans l'indifférence cartésienne. C'est-à-dire, on dit, pour notre bonne santé, ben, tout ce qui se passe dans la vie ne mérite pas qu'on s'y attache, ne mérite pas qu'on s'en fait pour. Et donc, quelque part, tout est ridicule si le prix de la santé est à payer. Donc, on voit que, quelque part, de simples prises de conscience des notions existentielles ben, permettent d'avoir une autre vision. Et à l'instant où la vision change, tout change. Et on dit que même quelqu'un qui veut changer le monde, ben, au début, il essaye de changer le monde quand il est jeune, puis il se dit, ben, je vais essayer de changer moi-même. Puis parfois, c'est pas évident également. Ben, à l'instant où il décide de changer uniquement son regard, ben, tout change. Et même les gens avouent que cette personne a changé, même qu'elle limite. Et donc, autant vivre la vie qu'on a envie de vivre et la vivre pleinement, ben, au-delà de tout ce que peuvent penser les autres, parce que quelque part, il faut être dans son soi authentique et au-delà du moi social et de ne pas être dans la recherche des apparences ou bien de ce que pensent les gens. C'est-à-dire que pour être en synopsie quantique entre le soi authentique et le moi social, c'est-à-dire entre ce que on pense comme vrai, on le vit comme vrai. Et il faut savoir que la raison n'est pas dans la raison du conscient ou du subconscient, elle est dans l'intuition du cœur. Et quelque part, parce que quand on répond en moins de 3 secondes, mais avec conscience, on est dans l'appel du cœur. Au-delà de 3 secondes, ceci ne doit pas impacter sur la santé de la personne. Merci. Alors, je vous propose de prendre des questions qui sont arrivées sur le chat. Nous allons voir les différents volets de cette approche thérapeutique holistique, globale et personnalisée et intégrative, puisque là, on a beaucoup parlé du côté neuro-existentiel. Ça correspond au volet neuro-existentiel et neuro-émotionnel. Oui, voilà. Et neuro-émotionnel. Ben, ces deux volets voilà. Permettent la prise en charge holistique et personnalisée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le volet nutritionnel. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la thérapie nutritionnelle, parce qu'au-delà de l'alimentation, la thérapie nutritionnelle permet une nutrithérapie préventive et thérapeutique par une alimentation adaptée, qu'on peut appeler alicament, parce qu'elle a des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire que en apportant des éléments qui existaient dans l'organisme, mais pour qui il y a un déficit, et donc l'état maladie, elle fait suite à un déficit biologique, parce que souvent, il faut savoir que, par exemple, pour le borderline ou le burn-out, ben, la personne a un taux de vitamine D qui est tout simplement inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Et toutes les personnes malades, sans exception, si on fait un taux de vitamine D, il est bas. Et il faut savoir que toute personne en bonne santé a un taux de vitamine D qui est autour de 90 nanogrammes par millilitre. Mais il faut savoir que la vitamine D, pour être active dans l'organisme, il faut jamais associer le calcium. Donc, le besoin du magnésium, par exemple, il est constant. On peut l'avoir dans le chocolat noir, par exemple, ou bien dans les, par exemple, noisettes, noix et beaucoup d'autres aliments oléagineux. Voilà. Et par exemple, la vitamine D, ben, si le taux est bas, ben, les aliments ne sont pas suffisants, que ce soit le jaune d'œuf, que ce soit certaines huiles, oméga 3 également. Il faut savoir que, par exemple, pour capter les rayons ultraviolets et avoir un bénéfice de synthèse de vitamine D, ce n'est pas oublier que toutes les lunettes maintenant sont traitées aux anti-UV, que le pare-brise de la voiture est traité
aux anti-UV, même les fenêtres de la maison. Donc, il faut s'exposer à l'air frais dehors et enlever ses lunettes et voir un certain nombre de secondes les rayons du soleil. Et à l'instant où on n'arrive plus à voir le soleil, donc on baisse le regard, ben, ça veut dire qu'il y a une intelligence du corps qui vous dit tout, le nécessaire a été capté. Donc, pas besoin de voir encore plus. Alors que, par exemple, pour le coucher du soleil, ben, certes, c'est romantique, mais on n'est pas en mydriase pour capter, on est en myosis. Et donc, on n'arrive pas à capter les rayons du soleil parce que, ben, c'est-à-dire, il n'y a pas cette ouverture des pupilles qui permet cette pénétration. Donc, voilà, donc, tout est bon, tout est important, mais d'une manière personnalisée, ben, on peut avoir besoin, par exemple, de vitamine C pour détoxifier, par exemple. On peut avoir besoin le magnésium pour activer la vitamine D, la vitamine E pour lever l'inflammation. Et donc, le zinc et le sélénium, c'est des ionophores qui permettent aux autres éléments de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc, chaque chose a sa fonction. Et donc, il n'y a pas de protocole miracle, disons, classique qu'on peut partager. Mais au contraire, on doit demander un bilan biologique pour permettre une prise en charge personnalisée. Et là vient la définition de cette approche qui est une approche thérapeutique. Donc, elle permet et la prévention et la thérapie parce qu'elle est là pour corriger des déséquilibres biologiques, corriger des déséquilibres nutritionnels. Et je suis même invité par le ministère de l'Enseignement en Algérie le 29 septembre à une conférence à propos des cantines scolaires et comment, c'est-à-dire permettre dès l'enfance, au-delà de cette alimentation, une nutrithérapie préventive et éviter les addictions au sucre, aux produits pro-inflammatoires, par exemple que ce soit la farine blanche ou bien le lait. Pourquoi? Parce que il y a des éléments par âge, par besoin qui permettent cet équilibre. On va y arriver. Et voilà. Bon. Ah, je suis rassurée quand même. J'ai cru que vous étiez reparti à la plage. Voilà. Bon. Donc, désolé pour ce contretemps. Voilà. Ça peut arriver. Voilà. Donc, dans l'approche thérapeutique intégrative, elle est globale et multidimensionnelle. Donc, dans la multidimension, ben, on a ce volet d'accompagnement neuroexistentiel, d'accompagnement par exemple, parce qu'il faut savoir que la psychologie est différente de l'accompagnement neuroexistentiel et neuroémotionnel, parce que la psychologie est... On avait justement une demande de précision sur qu'est-ce que l'accompagnement neuro-existentiel. C'est le moment de préciser. Et neuro-émotionnel, voilà. Oui. Donc, c'est le volet, donc neuro-existentiel et neuro-émotionnel, c'est la prise en charge du volet reptilien et limbique de l'être humain. Donc, quelque part, le volet animal, donc instinct de survie et perpétuation de l'espèce. Donc, c'est sur ce plan-là que se situe la différence parce qu'il y a une intelligence émotionnelle pour permettre à la personne de survivre aux aléas de la vie et d'échapper toutes les différentes étapes dans sa vie et qui permettent d'assurer une prise en charge efficace. Bien sûr, parce que bien trop souvent, on nous applique les mêmes règles et on est tellement différents, on a des terrains différents, on a des vies différentes, des parcours différents. Voilà. Alors, selon vous, donc, il ne peut pas y avoir de cause de maladie qui soit purement physique, génétique. Il y a forcément une source émotionnelle également. Est-ce que c'est systématique? Voilà, tout à fait, parce que quelque part, au-delà du volet biologique, du volet, comme j'ai dit au début, épigénétique et autres, il y a un volet existentiel et émotionnel et surtout, il y a un déclic qui permet cette rémission, permet la guérison et surtout permet la prévention vers la bonne santé. Donc, quelque part, la prise de conscience est très importante. C'est pour ça que la prise en charge est personnalisée
dans la recherche de la cause, dans la recherche de la prise en charge, dans la recherche de la thérapie et surtout dans la prévention vers la bonne santé. Et c'est ça ce qui est important. Et donc, cette méthode ne s'applique pas uniquement aux personnes qui sont malades, mais s'applique également aux personnes qui sont en bonne santé pour s'épanouir dans ce bien-être, dans le savoir-être et le savoir-vivre. On vous donnera des exemples très concrets par la suite. J'aimerais prendre quelques questions, si vous voulez bien. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de maman de substitution, de maman d'adoption quelque part durant ces absences? Est-ce qu'ils ont été mal vécus par cet enfant? Et donc, il y a également une prise en charge neuroexistentielle, émotionnelle qui doit être faite pour la maman pour permettre, c'est-à-dire une prise en charge réelle de cet enfant. Et donc, il faut savoir que dans l'accompagnement neuroexistentiel et neuroémotionnel d'un enfant de moins de 6 ans, la prise en charge se fait pour la maman en présence de son enfant. Le magnésium, quelque part, il faut savoir que le magnésium et même la vitamine C, les besoins, ils peuvent être quotidiens parce que le rythme de vie actuel, par exemple la coupure qu'on a eue tout à l'heure, a dû consommer notre stock de magnésium en quelques moments. Pourquoi? Parce que on peut être soumis à un stress, c'est-à-dire sur une période, que ce soit dans les embouteillages, dans les aléas de la vie, les contraintes et tout ce qu'on peut subir, qui peuvent donc consommer ce stock. Et donc, quelque part, même le bilan du magnésium et le taux de magnésium et le taux de vitamine C périodique et de corriger selon est-ce que la personne est dans un taux qui est un taux de bonne santé, donc entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. L'optimum, c'est 90 nanogrammes par millilitre. Ou bien est-ce que la personne est dans un taux qui peut le mettre en danger au point d'être à la source, ce qu'on appelle du borderline ou bien du risque de tomber malade, avec un taux inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Par exemple, pour un taux inférieur à 20 nanogrammes par millilitre, c'est un taux où on a des complications. Par exemple, un diabétique a des complications quand le taux de vitamine D est inférieur à 20. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, si il passe dans la phase métastase, si on fait le taux de vitamine D, on va le trouver inférieur et imminent. Et donc, la personne doit compenser ce manque pour maintenir cette base, ce qu'on appelle la biologie de la bonne santé mentale. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans l'accompagnement neuroexistentiel et neuroémotionnel, je corrige d'abord le taux de vitamine D pour corriger la biologie de la bonne santé avant d'aller vers la libération émotionnelle, le pardon thérapeutique, le travail de deuil. Parce qu'il faut savoir que la verbalisation des traumas peut être vécue comme un trauma lui-même. Il faut également savoir que pour se libérer d'un trauma, au niveau reptilien et limbique, le cerveau, quelque part, est sans état d'âme. L'essentiel est d'assurer rien ne s'est déroulé. Parce que si il y a eu un petit souci de tôlerie, les frais engagés avec le tôlier pour réparer la voiture ne font pas que la personne a échappé belle. Elle paye de sa poche ou bien elle paye de sa blessure. Là, on n'a pas peur. Mais surtout, où on a peur, c'est quand quelqu'un, par exemple, il y a eu une fuite de gaz, mais il n'y a rien eu, on a ouvert les fenêtres, mais la personne va vivre avec cette sensation d'avoir échappé belle. Par exemple, quelqu'un qui a dérapé et il n'y a pas eu le moindre accident, moi, ce que je demande à la personne, si c'est, par exemple, dans un lieu où on peut s'arrêter, par exemple, ou bien traverser ce chemin et aller vers un lieu où on peut s'arrêter pour un pique-nique et passer un agréable après-midi. Beaucoup de personnes
ont besoin, par exemple, d'aller sur les lieux de leur enfance, visiter l'appartement où ils ont vécu durant leur enfance. Pourquoi? Par exemple, parce que le déménagement a été fait sans il a été consulté. Par exemple, il était considéré comme un enfant et donc on peut considérer qu'on n'a pas à prendre l'avis de cet enfant ou bien même pas l'informer. Et donc, quand vient le déménagement, cet enfant ne fait pas le deuil de ce lieu quelque part, mais finalement, une fois qu'il va visiter ce lieu, avec une convivialité vis-à-vis des gens qui y résident, puisque c'est juste pour avoir un souvenir récent de ce lieu, ben, la personne se trouve libérée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont été extradées de leur pays ou bien qui ont émigré vers d'autres pays a une situation conviviale et agréable. Et une fois le lieu est lié à un événement agréable, ben ce lieu devient un lieu agréable. Malgré que dans le souvenir, il y a eu un événement douloureux, ou bien il y a eu un déchirement, ou bien une séparation douloureuse. Donc vous voyez que parfois le génie est dans la simplicité et on peut arriver à des résultats spectaculaires par des éléments qui sont très basiques et c'est ça le niveau reptilien limbique, c'est de dire que ben, ce lieu n'est pas un danger. Parce qu'il faut savoir qu'un événement est un événement. C'est la charge émotionnelle qu'on donne à cet événement qui en fait une expérience positive ou négative. Donc, il n'existe pas un événement douloureux. Il n'existe pas un lieu de souvenir du passé. Et là, la personne se libère, tout simplement. Alors, encore faut-il que la personne soit convaincue du processus sur le plan mental. Là, c'est... Voilà, là, vous avez ciblé le cœur de la thématique. Alors, il faut savoir que dans une prise en charge, on ne doit pas chercher à convaincre. On partage une information et on invite à un processus thérapeutique de prise en charge dans cette approche thérapeutique, intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. Si la personne accepte, là, on est dans la qui est le ténor de la biologie de la croyance et qui était dans les cellules souches, il était dans l'épigénétique et a prouvé que à l'instant où on prend une décision importante, la biologie du corps change et on rentre dans une nouvelle dynamique. Comme le jour où la personne a reçu un traumatisme important qui l'a impacté, la biologie change. Hein. On peut, à la coupure de la connexion, on a pu avoir soit une hypoglycémie, soit une transpiration, soit une soif, soit une palpitation. Chacun a eu son lot. Donc, ça ne dépend pas de la connexion en elle-même. Ça dépend de la réponse de la personne, comment elle va se présenter. Et on peut avoir des réponses différentes. Soit il l'apprend, soit il reporte la consultation. Et dans cette dynamique, une décision instantanée, inébranlable et irrévocable. Et là, une nouvelle biologie, une nouvelle vie s'installe dans le corps. C'est comme le coup de foudre. Hein. C'est un couple se forme, une vie se forme, ben, une bonne santé. C'est cette décision instantanée, inébranlable, irrévocable. Donc, c'est comme une demande en mariage. La personne, quand elle va demander la main d'une autre personne, elle crée une entité du couple. Là, on est en train de parler d'une reprise en main de l'entité individuelle. L'entité du couple est une autre entité à part entière où on a trois personnes. Les deux compétences, c'est de pouvoir prendre main dans son entité individuelle et aller vers son soi-même authentique, son soi donc authentique, et au-delà du moi social. Bon, le moi social, il existe, il est ce qu'il est, mais dans l'appel du cœur, on doit prendre la réponse où on ne regrette pas le cœur personnel, c'est-à-dire ce qu'on a décidé et ce qu'on a dit, l'intrapersonnel et l'extrapersonnel. Et quand on est dans cette harmonie, ben, on peut vivre en bonne santé,
quel que soit l'âge, et dégager une énergie de bonne santé. Et ça, c'est important. Et là, avec cette maladie, un état des lieux, et avec même au niveau de l'entité du couple, l'entité familiale, ascendante, tout le monde est, par exemple, est au service, personne ne refuse vos requêtes. Et donc, est-ce que vous acceptez du jour au lendemain à mettre en valeur votre personnalité au-delà de la valeur de la maladie pour avoir ce qui vous tient à cœur et non pas essayer de soutirer par la maladie, ben, bien sûr d'une manière inconsciente, le malade ne le sait pas, mais il tire profit d'une situation pour avoir un état des lieux qui lui permet de vivre agréablement. Et donc, on voit bien que la prise de conscience, elle est très importante. Et il y a un deuxième élément, c'est la posture du thérapeute. À l'instant où le thérapeute ressent sympathie avec le patient, donc ressent la même douleur, il n'est plus dans la posture du thérapeute. Parce que le thérapeute doit être détaché. Il doit être, certes, il doit être dans la compassion. Il comprend ce qu'a vécu, mais il ne doit pas vivre la douleur du patient parce qu'il doit être cette troisième personne dans le détachement pragmatique pour lui permettre d'être accompagné loin de la charge émotionnelle qui est la sienne. Et c'est pour ça que je vous donne un exemple. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est dans un centre commercial et qui voit une maman qui est en train de tirer son enfant dans le style fait vite, et une personne, parmi les centaines qui sont dans le centre commercial, une personne se met en colère. Et se met en colère avec cette dame, là, il doit déclarer son incompétence. Et c'est pour ça que la formation des médecins et des thérapeutes à cette approche est très importante parce qu'on doit apprendre au-delà de l'accompagnement neuro-existentiel, l'accompagnement neuro-émotionnel, la thérapie nutritionnelle, la thérapie orthomoléculaire. On apprend la posture du thérapeute, donc qu'est-ce qui permet d'être efficace et surtout les secrets de la consultation intégrative impactante. Par exemple, je vous donne un exemple, un regard pupille à pupille dans les yeux d'un minimum de 3 secondes est un prérequis. On ne peut pas prendre en charge un patient qu'on n'a pas regardé dans les yeux au début de la consultation. Et donc, vous voyez que parfois des choses très simples, ben, si on les fait pas, être dans un accompagnement, mais là, il doit y avoir ce détachement, contrairement au couple. Voilà, merci. Alors, Dalila demandait, est-ce que l'approche neuro-émotionnelle soigne des maladies comme le diabète lors d'un choc? Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est délicat, bien entendu, le patient doit continuer son traitement, ses bilans périodiques, il doit rien changer. Bon, bien sûr, il doit changer son alimentation pour éviter tout ce qui est le sucre blanc raffiné et tous les produits pro-inflammatoires comme le lait de vache, comme la farine blanche raffinée. Mais au-delà de cette diététique, corriger son taux de vitamine D, c'est très important. Quand on a un taux de vitamine D inférieur à 30 nanogrammes, on est malade de quelque chose. On doit chercher, si c'est un enfant, on doit prendre en charge sur le plan neuro-existentiel et neuro-émotionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, sa maman en sa présence. Si c'est une personne qui a plus de 13 ans, ou bien plus, c'est-à-dire au-delà de 16 ans et demi, 22 ans et demi, on peut le prendre en charge sans la présence des parents. Mais il est important d'aller travailler les différentes phases existentielles qui le caractérisent et émotionnelles. Donc, de 0 à 6 ans et demi, de 6 ans et demi à 13 ans, de 13 ans à 16 ans et demi pour la jeune fille et à 22 ans et demi pour le jeune homme. Le choix professionnel, ou bien le choix des études après le baccalauréat, ou bien même le choix après le brevet d'enseignement moyen. Ça dépend où on prend la voie, par exemple. Qu'il fait un choix pour faire plaisir à ses parents, là, le message contraignant s'installe et là, on pourra avoir un problème dans le futur. Donc, voilà, surtout dans le diabète, il y a un volet émotionnel qui est important, mais surtout un volet existentiel. Et quand le volet existentiel se pose,
parfois c'est pas évident de dépister la cause des causes. On peut dépister la cause, qui peut être biologique ou bien un écart, un jour un stress majeur plus un écart en alimentation sucrée, voilà. Mais sur le plan existentiel, il faut rechercher cette cause. Et souvent, quand on arrive bon, bien sûr, corriger au-delà de la biologie de la glycémie, de l'hémoglobine glyquée, corriger un taux de vitamine D, cette cause des causes, ben, le déclic peut se retrouver. Et c'est pour ça qu'on retrouve comme ça des guérisons spontanées. Parce que il y a des personnes qui arrivent à la prise de conscience sans prise en charge médicale. Parce que eux-mêmes sont arrivés à ça. Mais c'est vraiment exceptionnel que ça arrive d'une manière spontanée. Souvent, on a besoin d'un accompagnement de quelqu'un de qualifié. Et d'ailleurs, je forme dans ce sens à cet accompagnement et à tous ces éléments de l'approche, parce que il faut savoir être impactant et ce n'est pas donné d'être impactant. Et c'est pour ça que il y a des règles qui doivent être régies pour avoir le bénéfice dans cette prise en charge et permettre et la plus-value d'être un thérapeute qui sait trouver les éléments cardinaux pour faire vibrer les choses très tôt. Merci. Donc, l'aspect de la conscience est primordial dans la bonne santé. Question de Lucien. Que pensez-vous de l'association vitamine D3, K et MK7? Bon, elle est bonne. L'essentiel, c'est de ne jamais associer le calcium à la vitamine D. C'est un non-sens. On peut donner le calcium ionique végétal, par exemple céleri, persil, ou bien le calcium ionique qui existe dans le lactosérum, c'est bon. Et il est actif, il est capté par la vitamine D, le magnésium et tout ce qui va avec dans le corps. Mais la supplémentation par le cas du calcium, qui est, c'est-à-dire il y a eu un dilemme à une époque entre le calcium ionique actif et le calcium qui est sur le marché. C'est pas la même chose. Par contre, le calcium saturé, par exemple l'ascorbate de calcium, c'est une vitamine C alcaline. Elle est très intéressante, par exemple, sur un plan cutané pour la brûlure, mais on peut pas, alors que l'acide ascorbique, on peut pas l'utiliser. L'ascorbate de calcium, on peut utiliser en application sur les coups de soleil, les brûlures, mais on peut l'utiliser également par voie orale pour décaper l'intestin et le détoxifier, mais ne pas chercher l'absorption. Donc, il y a c'est par exemple comme la vitamine C, pro-oxydant, ou bien si on retrouve des traces de vitamine C dans les urines, là, on a une action pro-oxydante. Alors, elle nourrit la cellule saine, mais elle élimine la cellule atteinte, cancéreuse ou bien de maladie auto-immune, en libérant le peroxyde d'hydrogène, donc le H2O2. Donc, vous voyez que parfois, tout est une question de dose. Donc, entre par exemple, une vitamine E à une dose inférieure à 400 mg, c'est de la vitamine E, mais à une dose, par exemple, de vitamine E supérieure à 800 mg, on a une action anti-inflammatoire sans avoir besoin d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, vous voyez que en changeant des doses, on peut changer la vertu. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure de l'indifférence cartésienne. C'est-à-dire, dans la question de Nabila, on retrouve ce déni des lieux. Donc, c'est un lieu où il y a eu des événements douloureux. Mais au niveau reptilien et limbique, ça n'existe pas. Un lieu est un lieu. Un événement est un événement. Et donc, pour pouvoir passer ce cap, on doit être dans le détachement pragmatique. C'est-à-dire se détacher de l'événement et rendre au lieu où on peut faire un pique-nique ou bien jouer au ballon, on le fait. Si c'est un lieu un petit peu urbain, on peut manger quelque chose, on peut fredonner une chanson, c'est-à-dire créer un événement qui sera authentifié par le système reptilien et limbique. Au lieu, c'est pas à vous de faire l'effort. Vous allez juste, je sais que c'est pas facile, mais il faut y aller et créer un événement nouveau sur ce lieu. Et là, la donne change à un niveau inconscient.
et vous n'avez pas à faire un effort d'oubli ou bien quelque chose, ou bien refuser, c'est-à-dire essayer d'éliminer la peine, la douleur. Non, il faut rester dans naturel par rapport à votre ressenti, et vous allez faire un travail pour aller dans une dynamique on laisse venir le bénéfice. On va pas le chercher sur place. À la limite, il faudrait proposer à la personne sans même lui expliquer la démarche, organiser, comme vous dites, un pique-nique. Oui, aller sur ces lieux. Voilà. Merci. Alors, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'aimerais qu'on parle également des rencontres que tu organises physiquement, un peu partout sur la planète. Prochainement, on peut te rencontrer. Alors, si tu veux nous en parler tout à coup, mais bon, on a bien parlé, donc on peut se tutoyer. Il y a une tournée qui va démarrer? Ouais, elle a déjà démarré. Donc, j'ai déjà fait en Algérie, j'ai fait en mars 2021 Oran, j'ai fait en juillet 2020 le Canada, donc très prochainement, du 10 au 11 septembre. Le 10 et 11 septembre, voilà. Voilà, à Montréal, mais on fera plusieurs événements périodiques à Montréal. Donc, les Québécois, ben, vous êtes invités, soit cette fois-ci, soit vous adressez un mail d'intention et pour la prochaine session, vous serez inscrit. Ben, il y aura du 18 au 22 septembre à Lausanne, donc en Suisse, pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça sera 5 jours. Il y aura du 21 au 23 octobre à Audincourt en France. Ça sera 3 jours, donc c'est la version initiation. Puis il y aura du 26 au 27 novembre à Paris, 2 jours, mais là on sera 10 conférenciers et donc ça sera 16 au 20 janvier, donc 5 journées à Bruxelles en Belgique. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent m'adresser un mail sur ilyesbarly@gmail.com, sinon barlyilyes@gmail.com, ça marche dans tous les sens, et même drbarly, Dr Barly donc, @gmail.com, c'est également fonctionnel et on est à votre écoute pour répondre. Donc, osez déranger, ça fait plaisir. Ça, c'est le conseil du jour. Donc, si vous avez besoin d'une information, d'un conseil, d'une orientation, on est à votre service et on répondra volontiers pour vous apporter une orientation. Et également sur Telegram, j'anime ce qu'on appelle le cercle des VIP et le groupe de vidéoconférence. On est 1200 membres, donc on fait des Zoom conférences, des partages d'informations, de nouveautés, et surtout pour pouvoir suivre les événements. Donc, je vous invite à me contacter en message privé sur Telegram et je vous rajouterai sur ce cercle pour que vous soyez un des very important persons for us. Eh bien, ça, c'est très gentil. Alors, je vous propose de rattraper un peu le temps qu'on a perdu dans la coupure. Il y a eu parfois des patients qui avaient un cancer. C'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, c'est plusieurs cas. Des personnes qui avaient un cancer avec métastase. Et à un moment dans leur prise en charge, il y avait quelque part, il n'y avait pas de solution thérapeutique pour eux. Et donc quelque part, quand ils sont venus vers la prise en charge dans cette approche thérapeutique intégrative, ils étaient dans ce open mind parce qu'ils n'avaient pas d'autre voie quelque part d'issue. Et dans la prise en charge neuroexistentielle, neuroémotionnelle, nutritionnelle et orthomoléculaire, on a eu des résultats qui étaient impressionnants pour certains patients. La mort est une chose, la maladie est une autre chose. La guérison également est une autre chose. La bonne santé est une autre chose. Et la succession maladie-mort est une erreur de compréhension parce que on peut être en bonne santé et mourir, on peut être malade, guérir puis mourir, comme on peut être malade, guérir et vivre en bonne santé. Donc, cette peur de la complication peut générer la complication. Et c'est pour ça que j'ai vu des patients qui ont pu faire des rémissions, par exemple pour un neuroméduloblastome, pour un glioblastome, stade 4 que les neurochirurgiens
disent que c'est un cas, c'est-à-dire inopérable, et il est inopérable, mais parce que le patient était dans cette ville, l'esprit, pour visiter cette ville. Mais si tu veux servir la science, fais un autre IRM pour avoir les preuves de maladie et de guérison des deux côtés de la Méditerranée. Je vous donne un autre exemple. Une fois, j'ai reçu c'était à Casablanca en 2019, un jeune Marocain qui vivait à New York et c'est-à-dire qu'il y avait une vie artistique de la banlieue new-yorkaise avec tout ce qui considère et caractérise cette vie. Et un jour, bon, son père est décédé. Il devait revenir à Rabat pour prendre en charge l'école que leur père gérait. Et ce jeune homme de 18 ans, 19 ans, ben, il y avait un choc de civilisation et il n'avait pas accepté ceci. Et il a développé une sclérose en plaques. De la banlieue New-York, suivi à Rabat, qui est venu à Casablanca juste pour me voir, sclérose en plaques, en chaise roulante. Alors, imaginez qu'en discutant en anglais, avec l'accent américain, parler des nouveautés que j'ai appris la veille. Donc, bon, voilà, c'était une circonstance. Ben, cet enfant, ce jeune homme était clairvoyant, était souriant, il a revu. Et à un moment, je lui dis, si tu arrives à prendre conscience, ben, sors maintenant en marchant, même s'il faut tituber, et reviens demain pour continuer la prise en charge, pour faire la décision de guérison. Ben, il est sorti, certes en titubant au début, mais il faut savoir qu'en rentrant, il est rentré en chaise roulante. Ils ont même reprise de l'état maladie qu'on a pu résoudre en trouvant une solution à ses soucis d'amour pour pouvoir vivre son entité du couple. Il y a eu une nouvelle rémission et vous voyez que tout est balance, tout est équilibre. Et il faut savoir que on n'est pas dans la dynamique du magique, mais dans la dynamique du logique. C'est-à-dire, si une charge émotionnelle n'est plus là pour, c'est-à-dire impacter négativement la personne peut réémerger. Et donc, finalement, tout vient du patient. Il faut son séance. Donc, c'est des retrouvailles. Donc, on peut trouver le bonheur même dans le deuil. Donc, finalement, c'est la vision qu'on donne à l'événement qui fait que la charge émotionnelle devient positive parce que on crée une expérience positive. Comme on peut, en plein anniversaire ou bien mariage, être dans le déni ou bien dans l'insatisfaction. On peut faire une croisière en Méditerranée ou bien en océan et dire, il y a le mal de mer, il y a ceci, il y a cela. Donc, finalement, être dans le bonheur, ça vient de nous. Avoir le plaisir, ça vient vers nous. Et donc, non, où on lève la responsabilité au thérapeute ou bien au médecin dans les résultats et que cette responsabilité est prise par le patient lui-même, là, on a les résultats. Merci beaucoup. Et j'aimerais transmettre des questions que j'avais reçues dans un autre contexte concernant les prises de poids, entre guillemets, inexpliquées. Par exemple, une personne qui dit je mange presque rien et je prends du poids, ça peut aider beaucoup de gens. Même pour les anorexiques. Même le contraire, ceux qui n'arrivent pas à prendre du poids, le système rectilien et limbique vous fait aimer ce que vous n'aimez pas en vous-même. Donc, si une personne qui est obèse se regarde ou bien moins de forme, moins de silhouette, elle s'aimera, là, on y va. Et d'ailleurs, j'ai fait une émission TV que tout le monde peut voir en mettant Canal Algérie, Santé Mag Obésité. Ils vont voir ma prestation. Et là, j'ai expliqué que le cholestérol, au contraire, c'est le facteur dynamique dans la genèse des hormones. Il est important et dans le fonctionnement cérébral. Et donc, pour avoir le bon poids, bon, bien sûr, il faut faire du sport, de la marche, manger bien, faire même s'il faut du jeûne intermittent de 16 heures et autres. Mais l'essentiel, c'est de s'aimer. En aimant son contraire, on a le contraire. Donc, le système rectilien et limbique nous fait aimer ce qu'on n'aime pas.
un mot mal placé, une remarque désobligeante. Et là, on le retrouvera dans l'accompagnement. D'accord. Est-ce qu'on peut établir un lien avec le sommeil, la qualité de sommeil? Oui, oui, ben, je dis par exemple, si vous êtes en insomnie, ne cherchez pas à dormir. Faites une vidéo sur YouTube sur l'histoire Babylone ou bien l'histoire des Grecs ou bien des Phéniciens. Vous l'écoutez, vous vous forcez à ne pas dormir, vous allez dormir. Toujours aller dans le contraire. Le système reptilien, si vous avez peur de quelque chose, vous allez ne pas y arriver. Acceptez, accueillez la peur. N'ayez pas peur d'être insomniaque, vous ne le serez plus. C'est des préjugés. Au contraire, la vitamine C permet de dormir comme un bébé. Un sommeil réparateur. Mais si on a en tête que ça empêche de dormir, ben ça empêchera parce qu'on a en tête ceci. Bon, il y a aussi le tryptophane qui permet, en prenant le soir, qui génère la mélatonine, permet un sommeil également réparateur. D'accord. Et une obscurité complète, je t'avais entendu dire dans une autre émission? Oui, bien entendu. Et surtout, débrancher toutes les prises parce que les petits faisceaux lumineux, rouges, bleus de tous les appareils, ben, ça ne permet pas d'avoir un sommeil profond réparateur. Je te remercie infiniment, Ilyes Bagli, d'avoir animé cette émission ce soir. Pour Avec répondre à vos grand questions. plaisir. Oui, c'était un plaisir partagé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et un dernier mot, comme les empreintes sont différentes, comme le mode opératoire itératif inné est différent pour chaque personne, donc la personnalité d'une personne est différente à l'autre, ben, la prise en charge thérapeutique est différente pour chaque personne. Exactement.